Alors je vais essayer de pas tout faire tomber, mais en fait j'ai lu plein de bouquins récemment comme vous pouvez le voir, je vais reposer ça avant de tout faire tomber. Je me suis dit que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas parlé de mes lectures, d'habitude je faisais beaucoup de chroniques littéraires et là je me suis dit ce serait pas mal de faire un petit bilan lecture. En plus j'ai vraiment lu des trucs trop bien et hyper variés donc j'espère que ça vous plaira. Je pense que ce que je vais faire c'est que je vais diviser la vidéo entre les romans, les essais, les biographies et les pièces de théâtre. Il me semble que c'est un peu les 4 catégories que j'ai lues. Et comme j'ai lu pas mal de nouveaux livres aussi récemment, peut-être que je vous montrerai à la fin de la vidéo quelques nouveaux livres sympas que j'ai lus. Et on va commencer par, je pense, ma catégorie préférée, c'est-à-dire les romans. Donc j'ai lu 5 romans récemment et je vais commencer par parler de 2 d'entre eux qui sont écrits par la même autrice qui est Annie Ernaux. Alors Annie Ernaux, moi j'ai plusieurs amis qui sont fans de sa littérature. Moi je dois avouer que j'avais lu que l'événement je crois et donc là je me suis attaqué à La Place et Les Années. Je vais commencer Les Années parce que je pense que j'ai rarement autant pleuré devant un bouquin. Les Années, c'est un livre en grande partie autobiographique, mais en même temps, c'est pas présenté comme tel en mode moi-je, dans lequel Annie Ernaux retrace sa vie, mais aussi une vie qui pourrait être identifiée comme celle de n'importe qui de la classe moyenne entre les années 50 et les années 1990-2000, il me semble. Et honnêtement, ce qui m'a autant impressionné que bouleversé, c'est l'apparente simplicité du récit, c'est-à-dire qu'on ne raconte rien d'extraordinaire, il n'y a pas d'action monumentale, il se passe pas vraiment grand chose parce que c'est purement descriptif, mais justement la force de ce récit, pour moi, elle réside dans le fait d'avoir pu résumer et faire le portrait de toute une société pendant un demi-siècle. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment ému en lisant le bouquin, c'est que juste je me suis dit, là, j'ai un récit qui est en fait les mémoires de mes parents, de mes grands-parents, et sûrement des parents et des grands-parents de beaucoup de personnes en France. Voilà, j'ai trouvé que c'était une lecture très très précieuse, tout comme La Place, qui est un autre de ses bouquins pour lequel elle a obtenu le prix Renaudot en 1984, et dans lequel elle décrit un petit peu son rapport à son père. Pour contextualiser un peu, Annie Ernaux, on sait que voilà, c'est devenu une autrice, une intellectuelle très reconnue en France, ce qui fait un contraste assez particulier, notamment du fait de sa position de transfuge avec son père, qui lui était à la base un ouvrier et après un commerçant puisqu'il a ouvert une épicerie café dans sa ville en Normandie. Et donc forcément, Annie Ernaux dedans, elle écrit qu'elle entretient une relation qui est affective mais en même temps compliquée avec son père qui est décédé il y a maintenant 60 ans, parce que je crois qu'il est décédé dans les années 60, parce que forcément ils ont pas les mêmes intérêts et ils se comprennent pas dans la mesure où elle est une grande autrice et son père, il sait à peine lire. Il y a une citation sur la 4e de couverture qui est assez intéressante, ce père aimé qui lui disait « Les livres, la musique, c'est bon pour toi ». Moi, je n'en ai pas besoin pour vivre. Et sur ce même thème et sur le rapport au père toujours, et en plus j'ai lu ces 2 livres le même jour, j'ai lu Qui a tué mon père d'Édouard Louis. Alors là, j'ai acheté pas mal de livres d'Édouard Louis récemment. Qui a tué mon père, c'est pareil, c'est pour moi beaucoup plus cruel, dans le sens où dès le début, il nous explique que son père est mort et que de toute façon, son père était voué à mourir parce que la société et les politiques telles qu'elles sont exploitent justement le prolétariat de manière à les faire mourir beaucoup plus tôt, tandis que les classes supérieures peuvent en profiter plus longtemps. Et évidemment, de par sa position de transfuge, Édouard Louis il entretient lui aussi un rapport assez complexe avec son père. Il y a aussi ce rapport assez complexe dans le sens où Édouard Louis est homosexuel et où son père a une grande part d'homophobie en lui. Il y a tous ces discours autour de la masculinité, de son fils qui est considéré presque comme une fille, il lui dit littéralement « j'aurais préféré avoir un autre enfant que toi ». C'est un livre qui est très très court et que je vous recommande mais qui en même temps est très dur. Un peu comme La Place, mais La Place est moins dur. Et quand je dis dur, c'est pas forcément dur à lire, parce que vraiment ça se lit très facilement, Édouard Louis. C'est juste dur dans le choix des mots et dans la manière de mettre en avant une figure qui peut être aussi chère que la figure du père. Autre roman que j'ai lu très récemment, Soleil amer de... Alors est-ce qu'on voit quelque chose? Soleil amer de Lilia Hassen. Alors Lilia Hassen, j'avais lu son roman Panorama il y a quelques mois, qui a obtenu le prix Renaudot il y a 1 ou 2 ans il me semble. J'avais beaucoup aimé et là on est sur quelque chose de tout à fait différent. En fait là on va suivre une famille d'Algériens qui ont immigré en France dans les années 50 ou 60 il me semble. Et en fait la mère va être enceinte de jumeaux, sauf qu'ils n'ont littéralement pas d'argent pour nourrir 2 bouches supplémentaires, donc elle va littéralement donner un des 2 jumeaux à son amie Ève. Et en fait ces 2 jumeaux ils vont jamais vraiment être séparés, mais juste ils vont jamais être conscients de leur lien de fraternité. C'est un roman que j'ai trouvé sublime, que j'ai trouvé très très proustien. Faut savoir que depuis que j'ai lu La Recherche donc de Proust, j'essaie un peu de repérer si les auteurs que je lis ont lu Proust ou non, et je trouve que chez Lilia Hassen c'est quelque chose qui se ressent beaucoup. Il y a des passages que j'ai trouvé très très proustiens sur le rapport à la mer, sur le rapport au temps qui passe. Lilia Hassen, c'est une écriture que je trouve à la fois simple et en même temps percutante, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'accessible, mais elle a des tournures de phrases qui peuvent être extrêmement jolies sans pour autant être prétentieuses. Et ce que je trouve très fort chez elle, c'est que c'est une écrivaine qui s'ennuie pas ou alors qui se repose pas sur ses acquis, parce que Soleil amer, c'est un récit tellement différent de Panorama et je vous recommande vraiment les deux. Et
Soleil amer, j'aime pas du tout noter les livres, mais je pense que ça aurait été un 5 étoiles si le bouquin avait fait genre 600 pages, parce que moi j'adore quand les livres sont très longs, et ça j'ai trouvé ça presque trop court, c'est-à-dire que vraiment je l'ai fini en une soirée, je me suis dit mais non, j'aurais trop aimé que ça continue. Vous savez quoi, là on arrive au 5e roman et j'ai l'impression d'avoir littéralement aucun avis critique parce que c'est encore un roman que j'ai adoré. Faut savoir que Pierre Lemaitre, il a écrit 2 sagas historiques, une première dans laquelle on a notamment le roman Au revoir là-haut qui a été pris Goncourt je crois en 2013, qui se passe entre la fin de la Première Guerre mondiale et les années 20. J'avais beaucoup aimé lire Au revoir là-haut d'ailleurs. Et une seconde saga historique qui se passe pendant les 30 Glorieuses, dont le premier tome s'appelle Le Grand Monde. C'est déjà un bon pavé, mais au total il y a 3 tomes, j'ai les 2 autres, j'ai trop hâte de les lire. Et donc dans Le Grand Monde, on va suivre une famille de Français expatriés qui se retrouvent au Liban, là où le père a une grosse entreprise de savonnerie qu'aucun de ses 4 enfants n'est capable de reprendre. Il y en a un qui s'appelle Étienne qui est tombé très amoureux d'un mec qui est parti faire la guerre en Indochine, qu'ensuite on va plus revoir pour des raisons que je ne vous dirai pas, mais donc Étienne va un petit peu aller là-bas. Il y a François qui lui a fait des études et donc qui est complètement reparti. Il y a Jean qui est dit Bouboule, qui est un peu considéré comme un incapable et qui d'ailleurs a un peu des pulsions meurtrières. Et il y a Hélène qui elle aussi a besoin de son indépendance. C'est un roman dans lequel il se passe plein de choses, c'est un roman dans lequel il y a beaucoup d'inattendus. Pierre Lemaitre il a quand même cette facilité avec les mots qui nous permet de pas du tout lâcher le roman pour le coup, c'est vraiment une des lectures les plus addictives qu'on peut faire. Et en même temps derrière il y a un gros travail historiographique pour avoir une justesse dans son récit parce qu'il y a des passages qui sont en France, d'autres passages qui sont en Indochine et d'autres qui sont au Liban et forcément ça nécessite de faire beaucoup de recherches historiques et pour ça dans les remerciements il explique qu'il s'est assez bien entouré, ce qui est toujours très cool quand on lit un roman historique. Bah je crois que j'en ai fini pour les romans et du coup je vais passer à la catégorie des pièces de théâtre. Alors les pièces de théâtre j'en ai lu 2 récemment. D'abord j'ai lu La Cerisay, alors je vous rassure là c'est un recueil de pièces de théâtre mais La Cerisay ça fait une centaine de pages. En gros La Cerisay c'est une des pièces préférées de Capucine que vous connaissez peut-être et ça faisait un moment que Capucine me disait de lire cette pièce donc comme j'ai vu qu'elle passait à la Comédie Française, je me suis dit je vais lire la pièce, si la pièce est bien, j'irai à la Comédie Française. Et donc un samedi soir à 23h, je commence cette pièce, je me rends compte au milieu que c'est vraiment très très bien, que ça me plaît beaucoup. J'envoie un message à Jeanne en mode Jeanne, il faut qu'on prenne des places pour qu'on aille voir La Cerisay. Et 1 heure après, je finis la pièce, je renvoie des messages à Jeanne en mode on va voir La Cerisay. Et il s'est avéré que 1 semaine après, on était à la Comédie Française et on est allé voir La Cerisay. J'ai adoré la lecture du texte, j'ai encore plus adoré le fait de la voir sur scène. Pour faire simple, l'histoire de La Cerisay, c'est donc l'histoire d'une cerisay, d'un grand domaine qui appartient à une riche famille russe. Et c'est un domaine dans lequel ont travaillé le père et le grand-père d'un personnage qui va se révéler très important dans la pièce, qui s'appelle Lopakhin. Le fait est que au moment de l'action, les propriétaires de la cerisay n'ont tout simplement plus d'argent et donc Lopakhin leur dit mais il va falloir commencer à la louer cette cerisay, il va falloir commencer à la monétiser parce que sinon vous allez être contraint de la vendre. Et en fait les propriétaires sont tellement pris dans à la fois leur déni et en même temps leur nostalgie par rapport au lieu qu'ils laissent un petit peu passer le temps et la cerisay va malheureusement devoir être vendue. Donc on a des propriétaires qui vont devoir en gros bouger de leur domaine familial et en même temps quelqu'un va peut-être racheter cette cerisay. C'est une pièce que j'ai trouvée hyper intéressante parce que comme rarement au théâtre, il y a en fait des personnages ou des éléments dans la pièce qui sont inutiles. Il faut savoir que Tchekhov, il a une théorie qui s'appelle je crois la théorie du fusil, qui fait que si on introduit un fusil dans l'acte 1 d'une pièce, il faut qu'à un moment ce fusil serve, il faut qu'il menace ou alors il faut qu'on tire une balle sur scène à l'acte 3 par exemple. Et là dans cette pièce, il respecte pas sa propre règle du fusil. C'est-à-dire qu'il va mettre des personnages, il va mettre des micro-intrigues qui vont en fait pas du tout servir. Et pour moi, c'est ça qui permet aussi beaucoup à la pièce de respirer, et c'est ce qui nous permet de l'apprécier, parce qu'on n'a pas l'impression qu'un spectacle se joue devant nos yeux, ou qu'on le lit tout simplement, mais en fait on a l'impression d'assister à des vraies scènes de vie, parce que dans la vie, il n'y a pas que des trucs utiles. Ce qui fait aussi la beauté de cette pièce et de l'autre pièce dont je vais parler après, c'est la diversité des personnages, c'est-à-dire qu'on fait face à la fois à des propriétaires qui sont extrêmement riches mais dans un déni complet, qui sont partis dépenser tout leur argent à Paris, notamment la femme du coup avec son amant. En même temps, on a le personnage de Lopakhin qui a une véritable rage en lui, qui veut amasser de l'argent et qui veut surtout un petit peu venger le passé presque esclavagiste qu'ont vécu son père et son grand-père. Et d'ailleurs, si vous l'avez lu, sachez que le personnage de Fierce, qui est le vieux domestique, est le personnage qui m'a sans doute le plus ému. Et c'est d'ailleurs le personnage qui clôt la pièce, et j'espère que ça vous donnera envie de la lire. Et donc, après avoir lu la pièce et vu la pièce, j'ai dit à Capucine, mais c'était génial, etc. Et Capucine m'a dit, mais il faut que tu lises La Mouette.
Et au bout d'un moment, je commence à lui faire confiance, donc forcément, j'ai lu la moitié. Et alors là, comment dire, je crois que c'était encore mieux que la cerisée. Là, on est plongé dans une grande propriété à la campagne, où on va suivre à la fois une grande actrice, mais qui est quand même un peu vieillissante, mais très pédante, avec un écrivain célèbre qui est aussi assez pédant. Et puis il va y avoir une deuxième génération justement de créateurs, d'artistes. Le fils de la grande actrice va lui-même écrire, et il va y avoir aussi le personnage de Nina, dont il est amoureux, qui elle va plutôt s'orienter vers une carrière de comédienne. Le problème c'est que et ce fils-là et le personnage de Nina, ils galèrent un petit peu, ils cherchent à développer de nouvelles formes d'art, ou du moins à croire en leur forme d'art. Et franchement, je vais vous dire, il y a des passages dans cette pièce qui pour moi représentent au mieux possible la complexité que peut représenter la création artistique pour l'âme humaine. Faut pas s'attendre à une pièce dans laquelle il se passe beaucoup de choses, ou s'attendre à une pièce dans laquelle il y a une intrigue, un nœud puis un dénouement. Ça se passe pas comme ça. J'ai l'impression que ça se passe pas comme ça dans beaucoup de pièces de Tchekhov. Je suis assez curieux d'en lire d'autres. Je veux juste lire une citation parce que vraiment vous allez comprendre la force du truc. Maintenant je sais, je comprends, Kostia, que l'essentiel dans notre métier, que cela soit la scène ou l'écriture, l'essentiel ce n'est ni la gloire, ni l'éclat, ni tout ce à quoi j'ai rêvé, mais de savoir supporter, savoir porter sa croix et avoir la foi. J'ai foi et j'ai moins mal, et lorsque je pense à ma vocation, je n'ai pas peur de la vie. Dingue, lorsque je pense à ma vocation, je n'ai pas peur de la vie. Moi ça me donne beaucoup d'espoir en la vie. Je suis peut-être un peu niais. On va peut-être maintenant passer à la catégorie biographie ? Non, en fait je vais faire les essais d'abord. On va donc passer à la catégorie essais. En fait, j'ai toujours peur que la mise au point soit pas bien faite. Je gère mal la mise au point sur cette caméra. J'ai lu 4 essais récemment et je pense que celui qui restera le plus en moi, c'est La chair des autres de Claire Berest. Alors Claire Berest, il faut savoir qu'elle est journaliste chez Libération et donc elle a suivi une grosse partie du procès Mazan. Le procès Mazan, je pense que je peux assez facilement avancer qu'on en a tous entendu parler, que Gisèle Pelicot s'est instaurée comme une véritable figure féministe, qu'elle a fait littéralement changer la honte de camp. C'est l'une des phrases qu'on retient le plus de ce procès-là. Et surtout, c'est un procès qui tient une dimension historique parce que les 51 co-accusés ont tous été condamnés. Il me semble que 50 ont été condamnés pour viol et 1 pour agression sexuelle. Et il me semble que les peines vont jusqu'à 20 ans de prison. Alors après, on partage peut-être pas tous la même vision de la justice, qu'elle soit punitive ou réhabilitative, mais je pense qu'on peut au moins se satisfaire de la reconnaissance de culpabilité de ces 51 co-accusés. Et c'est notamment ce dont parle Claire Berest dans La chair des autres. Ce qui est important dans ce bouquin, à mes yeux, c'est la prise de recul. Parce qu'en fait, le procès Mazan, je pense que comme beaucoup de personnes, j'ai suivi en grande majorité grâce aux notifications France Info. Ou alors grâce aux vidéos que j'ai pu voir sur Instagram et sur TikTok. Et donc ce recul-là qu'a Claire Berest, parce que du coup elle a vécu le procès pendant quelques mois et ensuite elle a pu écrire ce livre, et pour moi, il est vraiment intéressant dans le sens où ça permet d'avoir un point de vue global sur ce qui s'est passé, sur comment elle l'a ressenti et sur les références, les connaissances et tous les aspects théoriques qu'elle a pu intégrer à sa vision du procès. Après, qui dit recul dit pas forcément vérité sur tous les points, parce que comme elle le dit elle-même, trouver la bonne distance pour écrire sur des choses, et notamment sur des choses aussi complexes que ce procès-là, forcément c'est difficile parce que quelle que soit notre identité, on a forcément des biais. Et objectivement, moi je trouve son essai assez intéressant, je trouve justement qu'elle trouve la bonne distance entre le point de vue personnel dont on a besoin, ça apparaît presque un peu comme un témoignage, et le point de vue nuancé où justement elle va intégrer tout un tas de références philosophiques, journalistiques, politiques, et notamment moi j'en retiens beaucoup son usage du concept de banalité du mal d'Hannah Arendt, que Hannah Arendt avait mobilisé lors du procès Eichmann dans les années 60, mais que Claire Berest réhabilite ici pour parler des 51 co-accusés du procès Mazan, parce qu'en fait une grande partie de ces co-accusés ont dit « Ah mais moi je me rendais pas compte que c'était du viol », ou alors ils se positionnaient littéralement en victimes de Dominique Pellicot qui les avait apparemment manipulés pour qu'ils en arrivent là. Bon, on va pas revenir sur ces théories, mais autant dire qu'on lève un peu les yeux au ciel, et c'est justement dans cette mesure-là que Claire Berest réhabilite ce concept de banalité du mal d'Hannah Arendt pour montrer que ces 51 co-accusés, enfin ces 51 violeurs, disons le terme, sont pas des hommes qu'on supposerait particulièrement méchants ou alors qui ont été condamnés de multiples reprises par la justice, mais qui sont en fait des hommes extrêmement simples, issus de la société civile. Ça pourrait être votre père, votre frère, votre oncle, ça pourrait être n'importe qui, et c'est aussi ça, je pense, qui fait peur et qui est intéressant à mettre en avant, et c'est aussi pour ça qu'on dit que la honte a changé de camp, c'est qu'en fait ces hommes-là, ça pourrait être
n'importe qui. Donc La chair des autres de Claire Berest, c'est vraiment un bouquin que je recommande. Autre essai sur lequel je vais pas rester longtemps, Psychologie, qui est le dernier livre de François Bégodeau. Alors François Bégodeau, c'est un romancier essayiste français qui est dans le paysage culturel depuis un certain temps maintenant, et je pense que c'est parce qu'il est dans le paysage culturel depuis un certain temps maintenant que j'ai pas aimé son bouquin, parce que c'est un bouquin dans lequel il se regarde beaucoup écrire lui-même, dans lequel il se positionne lui-même dans une certaine posture d'intellectuel de gauche, dans un certain milieu parisien, qu'il critique beaucoup en même temps qu'il s'y auto-assigne, et puis même des fois il utilise des tournures de phrases qui sont extrêmement compliquées, inutilement compliquées, parce qu'en fait il dit des banalités pas possibles, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'énerve, parce que on donne du crédit à des gens qui ont en fait pas beaucoup de matière à penser, et ça c'est purement quelque chose qui m'énerve quand je lis, parce que je déteste quand on édite des textes où on va donner du crédit à des mecs qui ont en fait du crédit depuis des années, qui font que se répéter, mais qui vont vendre parce qu'ils ont une petite audience derrière, qui s'auto-satisfait de lire François Bégodeau pour ce qu'il représente, et non plus vraiment pour ce qu'il écrit. Tout petit essai maintenant que j'ai lu récemment, Parlez-vous le Parcoursup de Johan Faerber. C'est publié chez Seuil, ça fait vraiment 50 pages. Globalement, c'est sympa comme essai, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'on peut attendre d'un essai de 50 pages sur Parcoursup, c'est-à-dire donner des révélations, donner des statistiques un petit peu sur le fonctionnement des algorithmes, sur la priorisation du privé, et puis sur cette libéralisation et managérialisation de l'orientation. J'ai un peu l'impression d'utiliser des grands mots, mais en gros c'est pour dire que Parcoursup, ça a grandement facilité la hausse du privé, parce que tout simplement Macron ne veut plus investir dans les universités publiques. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On développe des grosses écoles de commerce, des grosses écoles privées qui vont accueillir chaque année de plus en plus d'élèves. Il me semble que sur les 2 dernières décennies, c'est une hausse de plus de 50% qu'ont accueilli les écoles privées. Là, je crois que sur les dernières années, ils constataient une hausse de 7% par an. Enfin, je trouve que c'est quelque chose d'assez énorme, et surtout, il y a une description à l'intérieur de cet essai d'un algorithme très social, basé sur, parce que l'algorithme à la base, il est forcément créé par des humains, et cet algorithme-là, il serait basé sur des clichés racistes et colonialistes. Donc, je vous invite vraiment à lire cet essai, parce qu'il est très intéressant, il est court, et sur un objet aussi précis que Parcoursup, je pense qu'il en dit long sur la vision qu'on porte aujourd'hui sur la société en général. J'ai l'impression de dire un truc très banal quand je dis cette phrase, genre dès qu'on place le mot société quelque part, j'ai l'impression d'être généralisant au possible. Dernier essai, qui est un essai de François Dubé, qui s'appelle Ce qui nous unit, c'est publié chez Seuil. J'adore cette collection chez Seuil qui s'appelle La République des idées, sous-titré Discrimination, égalité et reconnaissance. Alors François Dubé, je pense que c'est un des rares sociologues que je lis assez assidûment, simplement parce que lire de la sociologie, ça me fait pas particulièrement rêver, mais en fait il écrit toujours des bouquins qui font 100 à 150 pages, qui sont extrêmement bien chapitrés, bien rythmés si on peut dire ça pour un essai, et surtout écrits de manière extrêmement claire. Ce qui nous unit, ça porte en grande majorité sur les discriminations. C'est un petit peu moi je l'ai un petit peu vu comme une réponse à la réflexion sur la question juive de Sartre, mais ouvert évidemment à d'autres discriminations que l'antisémitisme. Et globalement, sa théorie à lui, c'est que au lieu de nous concentrer sur ce qui nous différencie, pour construire une société juste et stable, il faut se concentrer sur ce qu'on a de commun. Le problème, c'est que trouver ce qu'on a de commun dans une société de plus en plus disparate, forcément, c'est compliqué. Ce que j'ai bien aimé dans cet essai, c'est qu'on interroge à la fois les causes de la discrimination et surtout les moyens, les solutions on cherche en tant que société justement pour se sortir de ces discriminations-là. Et justement, ça parle pas mal de la méritocratie, ça parle pas mal de la discrimination positive, qui sont des notions en question, toujours en question, et la discrimination positive, on sait que c'est une notion qui fait pas mal débat. Il y a la question de comment la mettre en place efficacement, de comment la mettre en place sans stigmatiser, et surtout il y a toujours une discrimination positive qui choisit ce qu'il appelle les happy few, les heureux choisis. Et donc ce principe de discrimination positive, à partir du moment où il existe et qu'on dit voilà, dans notre promo on va prendre 10% de boursiers, en fait ça va avoir une conséquence de lissage politique, et on va oublier tous ces gens qui n'ont pas été sélectionnés parmi les 10% de boursiers et qui n'ont pas fait partie de cette discrimination positive. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, je sais pas si je l'ai très bien expliqué, mais en tout cas c'est un très bon essai et je vous recommande vivement le travail de François Dubé que je trouve toujours très intéressant. Dernière catégorie maintenant, les biographies, j'en ai lu 2. Alors les biographies, c'est pas quelque chose que je lis beaucoup parce que soit je préfère réfléchir avec des essais, soit je préfère me divertir avec des romans ou des pièces de théâtre. Mais là j'ai lu 2 textes vraiment très très bien. D'abord j'ai lu Jacqueline Manicom, La Révoltée. Alors c'est assez intéressant parce que sur la couverture on voit Simone de Beauvoir et derrière on voit cette femme qu'on ne connaît pas qui s'appelle Jacqueline Manicom. Voyez-vous,
Voyez-vous, Simone de Beauvoir, j'ai 37 ans et depuis que je suis né, j'ai l'impression de lutter. J'ai lutté pour apprendre à lire car dans ma famille, il n'y avait pas un seul livre. J'ai lutté pour avoir un métier. J'ai lutté pour faire admettre ma couleur de peau. J'ai lutté et je lutterai encore pour que les femmes se libèrent. Donc à l'origine, elle vient de Guadeloupe. Elle a mis en place certaines actions en Guadeloupe inspirées de ce qui se passait en France métropolitaine. C'est notamment elle qui a créé le premier centre du planning familial en Outre-mer, et donc c'était en Guadeloupe. Et surtout, ça a été une femme extrêmement importante dans le mouvement pour la légalisation de l'avortement. Ça a été dans ce mouvement-là une militante décoloniale aussi, et ça c'est important de le préciser, parce que de cette époque-là, on se rappelle évidemment de Simone de Beauvoir, on se rappelle évidemment de Simone Veil, on se rappelle évidemment de Gisèle Halimi, mais on ne se rappelle pas de Jacqueline Manicom qui était pourtant là. Il faut savoir aussi que c'est une femme qui est morte assez jeune, aussi vers 40 ans, et qui écrivait beaucoup, qui a eu beaucoup de difficultés à se faire éditer, qui a notamment été un petit peu aidée par Simone de Beauvoir, qui a vu en elle son potentiel, mais assez étonnamment, c'est une femme qu'on a très rapidement oubliée. J'ai l'impression que dès les années 80, on n'entendait plus parler d'elle, que la postérité n'avait retenu que les noms de Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi et Simone Veil. J'ai trouvé ça vraiment très bien de pouvoir découvrir son destin à elle, le rôle qu'elle a pu jouer, là où vraiment on peut voir en elle une sorte de Frantz Fanon, version femme et version guadeloupéenne. Dernier bouquin que je vais vous présenter, c'est un bouquin de Carwyn Spire qui s'appelle Monsieur Romain Gary, écrivain-réalisateur, Paris 7e, 1960-1970. Alors je me suis rendu compte à la fin du livre qu'en fait c'est un tome 2, qu'il n'y a pas encore de tome 3 et que je n'ai pas lu le tome 1. Mais Carwyn Spire, il s'est donné pour mission, entre guillemets, ou alors pour projet, d'écrire un petit peu la vie de Romain Gary. Alors, le premier tome concerne les années 56 à 60, le deuxième, donc que je viens de dire, concerne les années 60 à 70, et le troisième concernera les années 70 à sa mort, j'imagine. Je vous montre la photo, qui est une photo qui a été prise à Venise en 61 avec Jean Seberg. Et Jean Seberg, c'est qui? Et bah dès le début du roman, parce que bon c'est un peu un roman biographique, c'est son amante clandestine. Donc en lisant le bouquin, on va suivre à la fois leur histoire d'amour à eux, leur officialisation progressive, et puis un petit peu la fin de leur couple à la fin des années 60. Donc c'est un peu un cycle qui est marqué par leur histoire d'amour, et qui est aussi marqué par une grande amitié que je ne connaissais pas, et que portait Romain Gary à l'égard du général de Gaulle. Donc il y a quelques scènes assez fascinantes avec de Gaulle, avec André Malraux aussi. De Gaulle, c'est marrant parce que justement il meurt au tout début des années 70, ce qui constitue en fait la fin de ce roman-là, et donc ce cycle il est hyper intéressant, d'autant plus que Romain Gary devient à ce moment-là réalisateur. Il faut savoir que à cette époque-là, il avait déjà sorti La Promesse de l'Aube, et donc c'était devenu un immense écrivain connu dans le tout Paris, et il était reconnu même à l'étranger. Pareil, il y a littéralement un dîner avec le couple Kennedy, et moi j'avais aucune idée que Romain Gary avait une renommée internationale dans les années 60. Donc franchement c'est très bien, et puis ce côté très romanesque déjà qu'a la vie de Romain Gary, et le côté forcément romanesque qui se retranscrit dans un roman de Carwyn Spire, bah franchement ça se lit très bien, et j'en étais assez satisfait. Donc merci maman d'ailleurs pour ce cadeau. Je crois qu'on arrive à la fin de la vidéo. Pour être honnête, je filme depuis un moment, mais là j'ai eu plein de livres récemment. Je pense que si ça vous intéresse, bah n'hésitez pas à me le dire, comme ça je vous les montrerai, je vous montrerai les livres que j'ai achetés, les livres que j'ai envie de lire, etc. Et n'hésitez pas à me partager vos recommandations littéraires, ça me fera toujours plaisir. Voilà, je sais pas comment finir la vidéo, mais je vous dis à bientôt.